Bonjour, madame, messieurs, merci de nous faire confiance. Chaque fois qu'il est 10 h, le samedi, c'est l'heure de votre émission Rétromark. Révisiter et débattre sur les faits d'actualité de la semaine. Voilà qui va en 1h30 minutes constituer le plat de résistance de cette édition de fin de semaine. Une semaine qui aura été riche en activités, mais aussi en activité en actualité. On avait qu'à parcourir les tabloïds parcourus cette semaine et parus cette semaine. Zone CEMAC, c'est autour du thème intégration accélérée pour une CEMAC émergente que les chefs d'État de l'Afrique centrale se sont retrouvés mardi dernier dans la capitale tchadienne pour un sommet extraordinaire, une rencontre qui a été précédée par la réunion des experts et conseil des ministres. Idriss Déby, Ino du Tchad, c'est d'ailleurs félicité de l'effectivité de la libre circulation dans la zone CEMAC. Est-elle effective sur le terrain? Des réponses avec les interventions de nos invités sur le plateau ce matin. Décentralisation au Cameroun. Emmanuel René Sadi, ministre de la décentralisation et ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, dresse le bilan et les perspectives. Au-delà des insuffisances et des limites, la somme des avancées enregistrées justifie l'optimisme du MINAT, selon lequel le processus est résolument en marche. Cela est visible sur le terrain. On va le voir dans cette édition. Retour et réinsertion des ex-Boko Haram. Quelle politique pour le Cameroun? La question nourrit les échanges ces derniers temps au Cameroun. Ils sont nombreux, ces ex-terroristes, à manifester leur volonté de retourner dans le village et dans l'État. Un ex-commandant de Boko Haram qui se rend, après avoir longtemps mené des opérations au Cameroun, sous l'emblème de la secte. Comprendre ces revirements massifs, des réponses avec nos panélistes sur le plateau. Tout de suite. Madame, Monsieur, voilà les principaux sujets sur lesquels vont porter les échanges de cet autre numéro de Rétromark. Installez-vous confortablement car du choc et de l'entrechoc des idées dans un instant jaillira à coup sur la vérité, surtout que vous informer et vous éclairer restent les mots d'ordre de cette émission, unique en son genre, sur la Dan Broadcasting System et sur le paysage médiatique camerounais. La suite, c'est tout de suite. Retour donc sur ce plateau de Rétromark pour un envol véritable. Mais avant, il mérite un accueil des plus chaleureux. Ce sont nos panélistes de ce matin. Je vais commencer par ma droite. Au bout, nous avons M. Ndior Valentin. Il est anthropologue politique, militant RDPC. Bonjour M. Ndior Valentin et bienvenue sur le plateau de Rétromark. Bonjour Serge. Alors, la semaine? La semaine assez compliquée, beaucoup de travail, beaucoup d'informations, l'actualité a été très chaude, bon, ça va. Bien, de l'autre côté, nous avons un homme politique qu'on ne présente plus. Lui, c'est le président du Manidem, Dieudonné Yebga, qui nous a fait l'honneur d'être sur le plateau de Rétromark ce matin. Bonjour, Président. Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Télévision. Alors, il est donc déjà planté le décor en attendant les deux autres invités qui ne vont pas tarder certainement à faire leur entrée dans ce studio. Nous allons pour une fois de plus écouter la revue de presse de Jackson Diop. Si elle est prête, la technique va nous la balancer. On m'a fait signe que nous n'aurons pas la revue de presse de Jackson Diop ce matin, celle-là qui nous permet souvent justement de souffler un peu avant de commencer à débattre sur les sujets retenus pour Rétromark.
Nous allons entrer de plein comme ça dans l'actualité de la semaine, zone CEMAC. Les chefs d'État se sont retrouvés dans la capitale tchadienne. C'était le 31 octobre dernier pour un sommet extraordinaire, le 31e du genre. Plusieurs décisions pertinentes formulées au cours de ce dernier permettant à coup sûr, je le dis, de renforcer l'intégration sous-régionale et d'assurer l'efficience des actions de la CEMAC. Je vous propose de suivre cet extrait que j'ai personnellement sélectionné, l'extrait du président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno du Tchad, au cours de ses travaux. Nos peuples croient fortement à l'idéal communautaire tant ils ont un destin lié. Ils attendent légitimement des actes forts qui renforcent cette conviction. Oui, des actes forts, audacieux et pragmatiques sont absolument nécessaires pour marquer non seulement les esprits, mais démontrer de manière concrète que l'intégration sous-régionale, qui est la matrice de la CEMAC, est une réalité. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement quand l'on sait que la notion des frontières et des barrières géographiques ont cessé depuis fort longtemps de résonner dans l'esprit des populations de nos 6 pays. Alors nous venons de suivre une attitude du président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno du Tchad, au cours de ces travaux qui se sont tenus à N'Djamena. Alors, M. Ndior, vous l'avez écouté, une réaction. Il s'est notamment attardé sur l'intégration dans la sous-région et la libre circulation. Une première réaction à chaud? Une première réaction à chaud, c'est dire que le président Déby, dans son propos, est en train de revenir à ce qu'a été l'Afrique ancienne, cette Afrique qui ne connaissait pas vraiment les frontières, oui, où les peuples se fréquentaient, il y avait un passage. Donc ce n'est qu'une réalité qui est en train de prendre vie. Et les frontières ne sont que la survivance de la colonisation, parce que c'est les Blancs qui sont venus qui ont créé ces frontières-là. Et maintenant, s'il faut suspendre ou du moins éliminer complètement les frontières, cela voudrait dire qu'on est en train de revenir à l'Afrique d'antan, l'Afrique que nous souhaitons, cette Afrique-là qui est une et indivisible, comme on le dit pour le Cameroun en miniature, qui est l'Afrique en miniature aussi. Alors, pour prendre vos termes, il s'agit donc d'un retour aux sources et dans son allocution, il a parlé de l'effectivité de la libre circulation en zone CEMAC. Je vais me retourner vers le président du Manidem. Alors, président, vous avez l'impression que la libre circulation dans la zone CEMAC est vraiment effective? En fait, quand Idriss Déby parle de l'effectivité de cette ouverture-là, je ne sais pas si c'est un langage politique ou bien il mesure exactement ce qu'il est en train de dire. Oui. Alors pourquoi je le dis? Je vais un peu prendre l'exemple des APE. Le Cameroun a signé ces accords des APE et le Tchad n'en a pas signé, ni les autres pays de la zone CEMAC. Comment ça va-t-il se passer quand les produits de l'Union européenne vont entrer au Cameroun avec les avantages des APE? Comment est-ce que les autres pays, quand il y aura une libre circulation, vont exploiter cette affaire-là? Pourquoi ils ne signent pas? Et quand il le dit là qu'il voudrait que ça se passe rapidement, mais hier, ils ont refusé de signer ces accords. Moi, je me dis, il faut se méfier de ce langage. Qu'est-ce qui se cache derrière cette ouverture-là tout de suite? Et donc, il faut nous donner le temps de réfléchir et de voir plus clair. Parce qu'en politique, il faut faire attention aux déclarations spontanées.
Alors, il faut donc faire attention aux déclarations spontanées. Nous savons que la Guinée équatoriale et le Gabon étaient encore réticents pour signer cette libre circulation des citoyens de la zone CEMAC. Mais récemment, ces deux pays ont signé et le 31 octobre dernier, le Cameroun s'est joint à ces pays pour donner son accord pour la libre circulation en zone CEMAC. Intéressons-nous un temps soit peu à la pratique. Les citoyens des pays de la CEMAC, dont 6 au total, sont exemptés de toute obligation de visa d'entrée ou d'autorisation de sortie pour circuler dans la sous-région. Permettons un peu à notre grand-mère qui nous regarde au village de comprendre. Un matin, je me lève, je prends mon sac et puis je mets mon argent de transport dans la poche et je dis je vais au Gabon. Est-ce de cette manière que ça doit se passer, M. Ndio? Oui, bon, je crois que c'est de cette manière que cela devrait passer. Cela devrait être fait parce que quand on dit libre circulation, ça veut dire que toute contrainte au-delà de la pièce d'identité est exclue. Parce que c'est un peuple, c'est une nation que je pourrais appeler la nation CEMAC. Oui. C'est au sein de cette nation CEMAC que les populations, vont se mouvoir et se mouvoir en toute liberté, comme sont en train de dire nos chefs d'État. Je pense que pour dire un peu, pour avoir un regard contraire du président, le projet, la libre circulation de biens et des hommes au sein de l'Afrique centrale est un vieux projet qui, c'est vrai, va certainement rencontrer, maintenant qu'il a abouti après plusieurs années, va certainement rencontrer quelques pesanteurs, comme toute activité humaine, telles que les APE. Mais nous savons que depuis 1960, avec l'Union douanière, la CEAC, ainsi de suite, tous ces organismes qui régissaient l'organisation économique, monétaire et politique en Afrique centrale avaient pour projet cette libre circulation des biens et des personnes. Oui. Et maintenant, cet accord qui n'est que là, il n'y a pas très longtemps, certainement les hommes politiques, avec la société civile, vont œuvrer pour trouver des mécanismes. Ceux qui n'ont pas signé aujourd'hui signeront peut-être demain. Mais nous savons tous que chaque État fonctionne d'abord pour soi. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a une libre circulation que les États vont éclater. Chaque État a ses objectifs à atteindre. Bien, je voudrais rappeler que cette émission est interactive. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils peuvent contribuer à l'émission en envoyant leur message au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, le 695 00 38 42. Nous prendrons en compte vos contributions à cette émission de Retromark. Alors, Président, nous étions encore en train de nous interroger sur la pratique de cette libre circulation. Juste avec une pièce d'identité et un sac, on se rend dans un pays étranger, la zone CEMAC. Ce sera trop facile de le dire ainsi. La preuve, c'est que on a demandé, je crois, à la BEAC de débloquer 1,7 milliard pour renforcer la sécurité dans des frontières. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever comme ça, vous arrivez à Kiossi et puis vous foncez vers le Gabon comme si vous alliez au sud-ouest ou à Garoua. Non, il y aura des contrôles. Et quand on dit que vous devez avoir un passeport valide et vous ne devrez pas dépasser 3 mois dans ce pays-là, ça veut dire quand même qu'il y a un contrôle en amont. Tout à Donc fait. quand vous entrez, on sait que vous êtes venu tel jour et vous ne devez pas dépasser tel nombre de temps là-bas. Si vous dépassez 3 mois, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc alors il faudrait donc mettre ce contrôle en place pour pouvoir surveiller. Donc c'est pas la grand-mère, comme vous l'avez dit, qui nous regarde au village. C'est pas que quand il va finir de préparer son sac de manioc, il va aller vendre au Gabon, il porte ça et met dans la haute
autres, ils traversent la frontière. Non, 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 ce ne sera pas comme ça. Il y aura un contrôle strict et bien suivi. Donc si vous allez, vous faites 4 mois, rassurez-vous, la prochaine fois, on va vous demander de ne pas entrer. Ce sera fait comme ça. Ne pas donc excéder 90 jours en pays étranger, et ceci nous fait parler du passeport biométrique. C'est l'une des pièces qu'il faudra souvent avoir, et c'est à partir de cette pièce qu'on va vérifier le temps mis dans un pays de la zone CEMAC. Quand on sait que cela nécessite aussi des moyens pour la mise en place du système biométrique, on a envie de dire que c'est pas pour demain la libre circulation. Monsieur Njo. C'est pas pour demain. Mais le principe est acquis. Oui. Je pense que c'est l'essentiel. Et quand on parle de libre circulation, cela ne voudrait pas dire une anarchie. La preuve en est que même au sein d'un pays, pour traverser Douala et arriver à Bafoussam, il y a les contrôles police. Oui. Ce n'est qu'un fait non discutable. Pour moi, l'essentiel, c'est le principe. Libre circulation, oui. Mais maintenant, les mécanismes qui vont organiser cette libre circulation sont à voir. Hein. La pièce d'identité, ça ne suffit pas, naturellement, il y a un passeport, c'est vrai. Mais n'oublions pas que nous sommes dans les États. Et chaque État a besoin d'une certaine sécurité. Nous savons que la libre circulation des biens et des personnes présente également des inconvénients sur le plan sécuritaire, surtout pour une Afrique centrale qui connaît de gauche à droite certaines instabilités, Oui. ce qui peut également certainement mettre ces apprentis sorciers, certainement, ils sont également en train de voir dans quelle mesure il faut contourner un certain nombre de choses pour créer de l'insécurité. Pour moi, les hommes politiques qui nous gouvernent, c'est l'occasion pour qu'ils modernisent encore nos États. Parce que si on reste à l'état actuel des choses, on risquera d'avoir beaucoup de problèmes. On court même le risque d'avoir des États, ces États risquent d'imploser. Donc il est important de savoir que le principe de cette libre circulation qu'on a toujours souhaité depuis tant d'années est là aujourd'hui, modernisé pour essayer d'encadrer les populations pour qu'elles se sentent beaucoup plus en sécurité. Je pense que c'est un projet qui continue. Alors vous avez parlé de la souveraineté des États. On peut tout de suite comprendre la peur de la Guinée équatoriale et du Gabon qui étaient encore réticents et qui avaient peur peut-être d'être asphyxiés par les populations venant d'autres pays. Maintenant qu'elle est donc acquise, cette libre circulation, Président, on peut s'interroger. Quels peuvent être les avantages de la libre circulation en zone CEMAC? Oui, déjà, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et parlant du passeport biométrique, et vous savez que tous les 6 pays n'en ont pas encore. Oui. Et vous l'avez bien dit que c'est beaucoup de moyens, et j'ai peur que cela prenne encore beaucoup d'années pour la mise en place de ce passeport biométrique pour les 6 pays. Et pour que la libre circulation et le contrôle des résidences soient bien surveillés. Et donc là, il y aura un problème. Maintenant, les avantages qu'on pourra tirer de cette affaire-là, moi je dis encore une fois, quand on a créé la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, on a parlé de la monnaie, qui est le ZAF, dont le CFA, ça couvre bien la partie monétaire. La partie économique, un peu, parce que quand on parle des APE, donc ça n'intègre pas tout le monde. Et on n'avait jamais parlé des hommes. Donc, cette intégration-là, avant, regardait que la monnaie, parce que même économiquement, c'était pas ça. Maintenant, des hommes, on vient d'intégrer des hommes pour prendre globalement cet aspect d'intégration. Alors, nous savons bien qu'avec cette condition,
que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas dépasser 3 mois. Et vous l'avez confirmé en disant que c'est à partir du passeport biométrique qu'on pourra contrôler. Tant que ce n'est pas fait, moi je pense qu'il est trop tôt d'essayer d'imaginer ce qu'on gagnera derrière. Mais encore une fois, le Cameroun a presque au moins 23 millions d'habitants. Les autres pays n'atteignent pas 5 millions chacun. Ce sera difficile, et surtout qu'hier, ils avaient du pétrole, le Tchad, le Gabon, la Guinée, le Congo, ils avaient le pétrole. Ils avaient un petit orgueil par rapport à cela. Maintenant que, je ne dis pas que c'est fini, bon, mais ça tend vers autre chose. Est-ce pour cela qu'ils ont accepté que, bon, le Cameroun, ayant une grande population, ayant signé les accords de APE, nous pouvons profiter derrière le Cameroun pour exploiter les produits de la communauté européenne. Moi, je pense que le Cameroun doit être vigilant. Nous avons ouvert nos frontières depuis. Tout à fait. Les autres non. Pourquoi ils ouvrent maintenant? Donc, sûrement, ils ont un calcul pour exploiter le Cameroun. Donc, nous devons être très, très vigilants. Bien, en même temps que je souhaite la bienvenue à notre troisième invité, lui c'est Honoré César Ngomo, président de J'aime mon Cameroun. Avant de lui passer la parole, je vais rester avec vous, président. Vous êtes président d'un parti politique, le Manidem. Ça veut dire que oui. vous aspirez aussi au perchoir, vous aspirez à la magistrature suprême. Est-ce que vous, à la place du président de la République, son Excellence Paul Biya, vous aurez également ratifié ces accords de libre circulation? Mais la libre circulation, moi je dis c'est une bonne chose. C'est pas. Regardez un peu en Europe le Schengen. Vous allez en Italie, vous continuez en France, vous circulez librement. C'est bon, c'est bien la libre circulation, je le dis bien, c'est bon. Et le Cameroun est dans cette vision depuis. C'est les autres qui avaient des petits calculs, qui étaient un peu réticents. Donc moi je dis, c'est une bonne affaire d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres, parce que tout seul, on ne va pas souvent très loin. Bien. C'est donc une bonne chose, vous l'avez dit, Président. Alors, César Honoré Ngomo, bonjour et bienvenue sur le plateau de Retromac. Bonjour Luc, bonjour à tous mes co-panélistes et je voudrais d'abord présenter tous mes excuses pour le retard de tout à l'heure, dû indépendamment de nombreux embouteillages que nous subissons dans la capitale. Il fallait le dire qu'aux embouteillages, il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui, mais c'est un fait ponctuel. Bon, j'aurais dû anticiper parce que quand vous répondez, vous donnez votre accord pour une émission, vous devez anticiper des 30 minutes, 1 heure, j'aurais dû le faire. Donc, je présente tout simplement mes excuses parce que la prochaine fois, je pense que je devrais rectifier. C'est aussi ça la politesse parce que les téléspectateurs qui nous attendent, c'est d'abord là le premier invite. Il faut pouvoir leur accorder cet honneur-là que de pouvoir accuser un retard comme celui que j'ai fait. En tout cas, vaut mieux tard que jamais. Vous êtes sur le plateau de Retromac et vous prenez justement le train en marche. Nous parlions de la libre circulation en zone CEMAC et nous nous interrogeons sur les avantages de cette libre circulation. Vous, en tant que président de J'aime le Cameroun, vous trouvez qu'il y a quelques avantages? Il y a de nombreux avantages. Après l'intervention tout à l'heure du président, je pense que nous, la jeunesse, et nous qui sommes les amoureux de la patrie, nous pensons que, en tant que leader de la sous-région, en tant que leader de la CEMAC, un leader, c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup et c'est quelqu'un qui incarne une certaine vision. Et je pense que le Cameroun a toutes ces qualités qui permettent aujourd'hui que, malgré l'ouverture tardive, mieux vaut tard que jamais, du Gabon et de la Guinée équatoriale, je pense qu'ils avaient posé des conditions qui étaient tout à fait légitimes. Bon, maintenant, je ne partage pas d'avis que c'est parce que ça cache quelque chose derrière. Nous n'avons pas la même vitesse de compréhension, nous n'avons pas les mêmes intérêts, même si elles peuvent être interprétées de diverses autres, mais je pense que l'essentiel est là. La libre circulation elle est là et que tous les compatriotes, les concitoyens de la CEMAC se mettent en règle pour pouvoir circuler sans aucune contrainte et que
le code qui régit la circulation dans cette zone-là soit le maître mot qui puisse réguler. Sur le plan économique, moi, je vois beaucoup d'avantages. Sur le plan des échanges culturels, sociologiques, sportifs, culturels, je vois beaucoup d'avantages. Nous sommes le pays le plus peuplé de la zone. Et il faut pouvoir... moi, je souhaiterais même qu'on aille un peu beaucoup plus loin après la CEMAC, maintenant que la CEMAC ait une libre circulation avec l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, pourquoi pas? Parce que c'est aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Les enjeux de l'Afrique se jouent au Cameroun. Ça, il faut le dire. Et nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Le Cameroun est prêt depuis très longtemps, comme l'a dit le président. Nous appliquons cette libre circulation depuis bien longtemps. Nous sommes allés jusqu'à des exceptions où on pouvait débarquer comme ça à l'aéroport de Douala ou de Yaoundé. Exceptionnellement, on te faisait obtenir un visa, même si, bon, avec l'insécurité grimpante, du terrorisme et autres, les choses ont été un peu viciées à ce niveau-là. Mais le Cameroun a fait preuve de beaucoup d'intégration et de beaucoup d'accessibilité de tous ses compatriotes, que ce soit de près ou de loin. Donc il est tout simplement aujourd'hui que ces scientifiques, ces experts qui sont en matière économique, en matière d'intégration, puissent vraiment élaborer le plus vite possible qu'est-ce que nous pouvons mettre en place. Pourquoi pas? Voilà, nous avons un grand voisin qu'on peut bien copier, qui est le Nigeria, avec près de 200 millions d'habitants. Nous sommes presque à... bon, c'est vrai que les chiffres s'entremêlent entre elles. On nous parle de 22, 25 millions. Ouais. Toujours est-il que nous représentons une grande force économique et au niveau de la sous-région CEMAC. Maintenant, moi j'attends, en tant que jeune opérateur économique, en tant qu'acteur politique et acteur de la société civile, que tout simplement que les populations à la base puissent ressentir cette intégration, ces ouvertures de frontières comme un plus, une plus-value dans les activités quotidiennes et qu'on n'ait plus ces barrières qui parfois ternissaient l'image de notre intégration sous-régionale. Alors, je vais rester avec vous et je voudrais d'abord rappeler que vous êtes président de J'aime le Cameroun. Ça veut dire que vous représentez valablement la jeunesse sur ce plateau. Alors, la libre circulation en zone CEMAC, c'est pas aussi une voie ouverte, une grande voie ouverte pour les sorties massives des jeunes qui aspirent à aller voir sur d'autres cieux? Non, ce n'est pas un débat là. C'est-à-dire, pour moi, la libre circulation, l'immigration, telle que vous, même si vous voulez le dire en mots voilés, oui. N'est pas... je tiens à vous dire que les Africains immigrent beaucoup plus, le taux d'immigration entre pays africains est beaucoup plus élevé que ce que l'Occident veut nous faire croire. Mais ça reste une immigration. Mais aujourd'hui, l'Occident, j'ai suivi les derniers chiffres, nous avions 20% bon, c'est-à-dire, il y en a qui s'accordent entre immigrés et résidence, je ne sais pas, il y a une expression très diplomatique, on sait bien l'employer, mais je voudrais aller de manière terre à terre. Les chiffres ont révélé qu'en Europe, on a presque 20% de flux migratoires, c'est-à-dire de tous les rayons qui viennent s'installer en Europe. Et l'expérience a démontré également qu'on avait 60% des Européens qui sortaient pour immigrer en Afrique. Donc vous voyez que les chiffres, quand vous voyez 20% et 60%, il n'y a pas match. L'Afrique a tout à gagner. L'Afrique a encore tout à faire. C'est un grand professeur, le professeur Conchou, qui nous l'expliquait une fois. À ce stade, l'Occident a fait tout ce qu'elle avait à faire. Routes, hôpitaux, technologie, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique a encore tout à faire. Il faut tout simplement une volonté politique de pouvoir mettre un tamis et de choisir l'excédent technologique, des connaissances que déborde l'Occident pour pouvoir mettre à notre service. En principe, à l'état actuel, on ne devrait avoir aucun chômeur en Afrique. En principe. Mais maintenant, il faut une volonté politique pour pouvoir mettre cela en application sur le plan de l'action, de manière à ce que c'est nous qui, maintenant, pour que le visa africain te soit octroyé, qu'eux ici fassent des rondes, comme ce fut une époque où on faisait des longs rangs pour obtenir un visa pour aller en pays Schengen. Donc moi je pense que nous avons tout à gagner dans cette intégration. Il est tout simplement, je le répète, c'est une volonté politique. Et le Cameroun est en train de donner le temps. Au niveau de l'intégration, tout à l'heure, quand vous vouliez faire la comparaison entre
c'est pas une porte ouverte pour les jeunes de pouvoir émigrer. Je l'ai dit une fois dans une chaîne de télé, si moi j'avais le pouvoir, moi j'ouvrirais les frontières du Cameroun, que ceux qui veulent sortir sortent. Ouais. Mais Luc, suivez-moi très bien. Je suis sûr qu'en moins de 48 heures ou 72 heures maxi, nous aurons eu 90-95% des concitoyens qui seraient prêts à sortir. Mais si on met cette petite doléance dont tout Camerounais, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, souhaite qu'on puisse mettre un pont, c'est-à-dire que ceux qui sont sortis, s'ils veulent venir, qu'ils rentrent quand ils veulent, nous aurons au moins 150% des retours. Nous avons un très beau pays. C'est une volonté politique de pouvoir valoriser ce que nous avons. Quand on nous disait que l'Afrique, le Cameroun et l'Afrique en miniature, je n'y croyais pas. Mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir fait les 10 régions, les 10 chefs-lieux des régions du Cameroun. Oui. Nous avons un magnifique pays. Que les Camerounais apprennent à connaître le Cameroun, que les Camerounais découvrent le Cameroun. Vous verrez que tout ce que vous cherchez dans tous les pays du monde où vous partez là, je ne suis pas ici sur ce plateau pour faire un peu, mais je pense que je suis quand même à plus de 30 pays à visiter dans le monde. Et je peux vous rassurer que le Cameroun est le meilleur, je ne dis pas l'un des meilleurs, est l'un des meilleurs pays, le meilleur pays que je connaisse aujourd'hui. Bien, c'était donc là la parole des jeunes. Président Dieudonné Yebga, la libre circulation est donc déjà effective, même si c'est sur du papier. Comme nous l'avons dit à l'entame, on attend qu'elle soit effectivement pratique si vous acceptez le terme. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de tirer un coup de chapeau à notre chef d'État, parce qu'il est quand même l'un des précurseurs, c'est lui qui a pensé à cette libre circulation. Si tu me permets, je voulais relancer. Elle est effective. Oui. C'est-à-dire la note du délégué général de la Sûreté nationale du Cameroun qui contrôle les frontières, la note du ministre de l'Intérieur gabonais, la note du ministre de l'Intérieur équato-guinéen, si je ne me trompe, sont effectives. Nous avons toutes ces informations, César Honoré, mais nous étions en train de nous interroger parce que on demande maintenant de mettre sur pied le système biométrique. C'est pourquoi nous disons, c'est encore sur du papier en attendant que ce système soit mis sur pied. Mais moi, j'ai une carte d'identité biométrique, j'ai un passeport biométrique. Vous l'avez déjà? Oui. Et les autres Mais qui se mettent en règle. Mais c'est le problème. Ça veut dire que progressivement, ça va donc se mettre sur pied. Mais celui qui va entrer dans le système, qu'il laisse se mettre en règle. Ok, on va donc parler. Le système, ne faisons pas de ça en débat. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Oui. Celui qui veut vraiment être dans ce processus, tu as une carte d'identité qui s'expire dans 5 ans, va renouveler, fais une demande peut-être de vol, ou alors tu justifies que tu veux refaire. C'est-à-dire, on te le fera. Moi, j'ai eu la chance de faire mon passeport avec tout ce que ça comporte. En un temps que je ne venais pas faire la publicité, si en moins de 48 heures, j'avais mon passeport. En moins d'un mois, j'ai eu ma carte d'identité. J'ai refait. Bien, on attend que les autres fassent aussi de même. Alors, Président, je reviens vers vous. On s'interrogeait et puis on voulait saluer les actions du Président de la République, qui est quand même l'une des personnes et qui était au four au moulin pour que cette libre circulation soit effective, vu son poids dans la sous-région Afrique centrale. Oui, et avant que de répondre à cette préoccupation, oui, où il faut encenser des gens, je reviens sur l'intervention de mon jeune César Honoré, qui parle du Cameroun, qui est un très beau pays. Oui. Et ça, je le confirme encore. Et pourquoi? Parce que il serait important de visiter le monde et de revenir voir son pays. Et j'ai une de mes collaboratrices qui prend ses congés et qui me dit, bon, j'ai envie d'aller à Dubaï, passer un mois pour essayer, pour me reposer un tout petit peu. Oui. Je lui dis que si tu veux te reposer, il faut aller à Maroua, oui, il faut aller à Limbé, il faut aller à Kribi, il faut aller à Bertois, tu vas bien te reposer. Là-bas, tu ne vas pas te reposer, tu vas t'embêter. Finalement, elle est partie. Quand elle est revenue, elle m'a dit, tu avais raison. Bon témoignage. Tu avais raison. Prochainement, je n'irai plus gâter mon argent ailleurs. Maintenant, pour revenir donc à votre question, oui, parler de la vision du chef de l'État, moi je dis, nous avons besoin des institutions fortes. Nous n'avons pas besoin d'hommes forts. Quand vous avez un homme fort, quand il n'est plus là, tout s'écroule.
Donc moi j'ai du mal chaque fois quand on parle d'une personne, que c'est grâce à cette personne qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, j'ai du mal. J'ai envie qu'on dise que grâce au Cameroun, grâce à un système, grâce à ceci. Mais quand vous parlez du chef de l'État... Mais c'est Cameroun qui a quand même à sa tête un chef d'État. Non, je dis encore une fois, non. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois quand on avait élu Barack Obama à la tête des États-Unis, que si Barack Obama était le président du Cameroun, il sera le plus grand dictateur du monde. Mais comme il est aux États-Unis, parce que dans un bon système, il est parmi les plus grands démocrates du monde. Voilà un peu, parce que là, on a un environnement qui est bien organisé. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème d'institution, c'est un problème de système. Et là, moi, je dis une fois encore, il faut laisser M. Biya se reposer tranquillement, mais qu'on parle d'un système. Est-ce que ce système-là, il est le meilleur? Quand il le mettait en place, est-ce qu'il avait regardé que les autres pays, les 5 autres, pouvaient respecter? Par exemple, aujourd'hui, on parle du passeport biométrique. Tout à fait. Comme Honoré disait, il peut sortir, mais c'est à sens unique. Donc nous allons sortir, personne ne va entrer parce qu'ils ne sont pas à jour. C'est un problème. Donc il faudrait d'abord sensibiliser les autres que bon, pour que ce soit bien fait, pour que les entrées soient contrôlées par un passeport biométrique, il faut ceci, il faut cela. Et si vous êtes prêts, et les amener d'abord à avoir tous ces éléments-là avant donc de s'engager. Mais quand on s'engage seul, c'est comme si on courait dans le sac. Alors, Valentin, vous corroborez, le président dit qu'il ne faut pas saluer l'acte du chef de l'État ou les initiatives du chef d'État, parler plutôt des institutions du Cameroun. Pourtant, on sait qu'à la tête du Cameroun, il y a quand même un homme. Vous êtes militant du RDPC, je le rappelle. On n'a même pas besoin d'être militant pour donner une réponse à la question. Oui, allez-y. Je pense que quand vous parlez du chef de l'État, c'est une image. Parce que c'est l'incarnation de l'État. La personne du chef de l'État représente sur le plan moral l'État là. Donc, il n'y a pas du mal à dire que grâce au chef de l'État, parce que c'est une image, c'est pas l'individu, hein, c'est l'institution. Tout à fait. Parce que le chef de l'État est une institution. Donc, je ne sais pas de quelle institution parle le président du Manidem, quand le président de la République, même déjà, est toute une institution. Là où je peux juste ajouter un truc. Oui, allez-y rapidement. Dire que les chefs d'État actuels sont les héritiers de ce projet. Ils n'ont fait que matérialiser une idée. Et une idée même qui naît de des indépendances des pays africains. Parce que l'objectif, c'était l'Afrique comme un État. Donc, ça ne devrait pas faire l'objet d'un débat. Ce n'est que l'aboutissement d'un projet. Ok, César Honoré, un dernier mot en 1 minute sur la question. Oui, en 1 minute, tout simplement, oui, après la libre circulation, nous souhaitons la libre circulation des biens et des personnes. Parce que la plupart de cette libre circulation, c'est beaucoup plus pour renforcer le capital économique. Donc, si la libre circulation des biens et des personnes est vraiment applicable et telle que nous souhaitons, nous pensons que nous allons accroître au moins encore de 1-2% du PIB de la sous-région pendant ces années qui vont suivre, au moins ces 2 premières années qui vont suivre. Bien, je vous suggère une petite respiration avec cette transition, puis nous passons au deuxième sujet de ce numéro de Retromark. Décentralisation, les gestionnaires locaux désormais mieux outillés
sépare la métropole économique s'est clôturée vendredi passé. Pour ce qui concerne les régions du littoral et de l'Ouest, la dernière étape des séminaires régionaux de diffusion du guide sur la mobilisation et la sécurisation des ressources communales et du guide sur le régime fiscal applicable aux collectivités territoriales décentralisées. Les travaux qui étaient présidés par l'OMINAT et Emmanuel René Sadi. Avant de passer la parole aux panélistes sur ce plateau, je vous suggère de regarder cette attitude du ministre de l'administration territoriale au sortir de ces travaux. Le présent séminaire, justement, vise à permettre aux communes, par la diffusion de 2 guides, guides sur la mobilisation et la sécurisation des ressources communales et un autre sur le régime fiscal applicable aux communes. Ces 2 guides vont apporter à nos magistrats municipaux des informations, des enseignements sur les voies et moyens, d'abord, de bien gérer les ressources mises à leur disposition, mais aussi de voir dans quelle mesure elles devraient faire preuve d'imagination, de créativité, pour générer des ressources qui pourraient être émanées de la fiscalité locale. On a entendu dire ici et là qu'il n'y avait pas de décentralisation, mais j'affirme que la décentralisation est en marche. Elle est donc en marche, il a dit le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Emmanuel René Sadi. Président Dieudonné Yebga, vous avez ce sentiment, vous avez ce ressenti que la décentralisation est vraiment en marche au Cameroun? C'est des paroles des politiciens, parce que moi j'ai du mal à faire la différence entre la province d'hier et la région d'aujourd'hui. À quel niveau? Hier, on avait des provinces. Le Cameroun était composé de 10 provinces. Oui. Et dans le document, comment on appelle encore, la Constitution de 96, oui, on dit qu'il n'y a plus de provinces, c'est plutôt des régions. Des régions. Et un matin, on dit maintenant, on a 10 régions. Quelle est la différence entre la province et la région? Je ne vois pas, parce que la région, on doit avoir un président régional qui est élu. Est-ce que le gouverneur a été élu? Non. Le gouverneur, c'était le responsable numéro 1 de la province. Donc, quand on dit que la décentralisation est en marche, et moi, je vois toujours devant moi les provinces. Donc, la Constitution de 96 n'est pas encore appliquée jusqu'à aujourd'hui. Je me pose la question. À quand donc, parce que ça c'est le début, à quand donc la mise en place de ces régions-là? C'est quand je verrai ces régions en place qui va dire que c'est en marche. Les communes qui sont là, c'était les mêmes communes dans des provinces. Les mêmes communes fonctionnaient comme elles fonctionnaient hier. Donc dire qu'elle est en marche, c'est des paroles. Mais dans des actes, moi, je ne vois pas encore. Alors César Honoré, comment comprendre ces paroles du ministre? La décentralisation est en marche. Je suis d'avis avec lui. La décentralisation, elle est en marche, même si je fais partie de ceux qui crient haut et âme que vivement la décentralisation. Moi, j'aime les chiffres. Personne ne peut nous dire que la décentralisation au Cameroun n'est pas en marche. Maintenant, en termes de pourcentage, oui, elle est en marche de quel pourcentage? Donc, nous sommes dans la voie de la décentralisation. Maintenant, personnellement, en tant que citoyen d'une communauté, précisément celle de Voritroa, si je peux donner une note à cette décentralisation en marche, je pense que nous n'avons pas encore atteint le seuil de 30-35%. Parce qu'une communauté vit de quoi? Il a bien dit, des ressources des collectivités, de l'organisation de la vie en communauté, de tout ce qui va comme projet. Tout à Donc, fait. il n'est plus normal que pour pouvoir acheter un table blanc dans ma communauté de Voritroa, qu'on se réfère à Yaoundé, pouvoir central. Donc, si aujourd'hui on peut me dire que le maire de Voritroa, qui est un maire d'abord camerounais, quel que soit le bord politique, peut pouvoir
commander, pour pouvoir exécuter, acheter un table-banc, sans toutefois que Yaoundé ne donne son mot, ne donne son OK, voilà, je dirais, c'est une avancée. Mais si ce n'est pas encore le cas, ça veut dire que nous avons encore beaucoup d'efforts. Mais si c'est pour la désalination, elle est effective, elle est en marche, mais pas au rythme souhaité, certainement, de manière à ce que le dernier de la communauté ressente effectivement qu'il peut porter ses doléances directement aux élus locaux, qui sont les représentations communales, dont n'importe quel individu peut pouvoir porter sa doléance. S'il faille toujours qu'on se réfère soit à Yaoundé ou alors à une région précise pour pouvoir avoir une décision dont on pouvait avoir localement, il y a encore des efforts à faire dans ce sens-là. Ok, M. Ndior, je me tourne vers vous. Vous êtes anthropologue politique, militant du RDPC. C'est la même compréhension que vous avez des termes du ministre? Moi, je vais dire non. Je vais dire non parce que c'est un langage qui persiste. La décentralisation est en marche. Le vocable ou la notion est devenue redondante. Ouais. Je pense qu'il est temps de passer à un modèle plus opératoire. Et passer à un modèle plus opératoire, c'est amener les populations locales à vivre dans leur chair, dans leur quotidien. La décentralisation. Aujourd'hui, c'est des guides. Hier, c'était le transfert des compétences. De quelles compétences? Comment est-ce que nous ressentons, nous, à la base, ce transfert de compétences? Quelquefois, on a parlé des paquets minimums que les mairies, que représentent ces paquets minimums dans ces écoles primaires publiques. Rien du tout. On remonte à Yaoundé pour des projets, même les projets les plus basiques. Donc c'est pour dire que moi je ne partage pas, bien que je sois du même bord politique que le ministre, je ne partage plus ce langage. Parce que c'est ce langage qui crée des frustrations. Il y en a qui ont attendu, après la Constitution de 1996, que les institutions de cette Constitution soient mises rapidement en place. C'est vrai, il faut faire des choses de façon progressive, mais les populations locales ont déjà une certaine expertise également. Elles peuvent se prendre en charge, il ne faut pas infantiliser les gens. Hein? Les populations locales peuvent se prendre en charge en s'organisant pour, je ne sais pas, une mairie ou une quelconque autre chose que la mairie. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens peuvent se prendre en charge. L'État central a présenté les limites. Cela n'est pas propre au Cameroun, c'est propre à l'international. On a vu dans les faits historiques, politiques, que la gouvernance, elle est mieux organisée quand elle va du bas vers le haut et non l'inverse. Parce que les populations locales savent quelles sont leurs préoccupations, leurs besoins. C'est vrai, il peut y avoir un leader au-dessus, le président de la République, qui conduit certaines politiques, mais il faut donner les compétences managériales à la base. Alors, vous semblez dire avec le président Dieudonné Yebga qu'on sait de jouer avec des mots, qu'on passe immédiatement à l'acte, s'il faut le dire ainsi, qu'elle soit effective. Alors, depuis 11 ans, le thème décentralisation défini par le législateur camerounais comme un transfert par l'État aux collectivités territoriales décentralisées de compétences particulières et de moyens appropriés est entré dans nos mœurs, notamment dans la Constitution du 18 janvier 1996.
Et ce n'est qu'en 2017 qu'il suscite autant de débats. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? 11 ans? Oui. Pourquoi avoir attendu 11 ans? Parce que vous savez, la liberté s'arrache. Et n'eût été les événements que nous connaissons tous, et on n'aurait pas fait cette sortie en disant que la décentralisation est en marche. Nous le connaissons tous. Et avant donc de continuer, je voudrais revenir sur la préoccupation du président de GEM le Cameroun, qui pense que la décentralisation sera 35% environ de progression. Oui. Et parce que à la mairie de Douala, 3e par exemple, on peut acheter des bancs d'une école, on peut sans se référer à Yaoundé. Et moi je dis à mon jeune frère... Non, j'ai comme l'impression que je n'ai pas été bien compris. C'est-à-dire quand je parle du pourcentage, je dis entre 20 et 30%. Non, elle n'est pas effective. Je n'ai pas dit que le maire de Douala 3e peut acheter un table-banc sans se référer à Yaoundé. Donc je suis dans la même logique que vous. Ok, permettez au président de continuer. Ce que j'ai compris, c'est que à la mairie, on peut avoir un budget pour la gestion locale de certaines choses. C'est bien cela. Alors, ce que j'ai envie de dire est que dans une mairie, le secrétaire général d'une mairie est nommé et toutes les dépenses doivent être validées par le secrétaire général et qu'il y a les instructions qui ne viennent pas du maire. Quelquefois, ils sont à porte-à-faux. Le maire veut faire ci, le secrétaire général dit non parce qu'il a des recommandations alors qu'il vient de Yaoundé. Donc c'est un peu un système centralisé en fait. Donc c'est ce que je voulais attirer comme attention pour dire que même comme on nous fait croire que le maire a son budget qu'il peut gérer localement, mais tant que le visa du SG de la mairie n'est pas dessus, ça ne marche pas. Donc c'est un petit contrôle qu'on a mis en place qui met en mal cette décentralisation fictive. Maintenant, depuis 11 ans, c'est maintenant qu'on parle de la décentralisation. Et je vais vous dire que la décentralisation telle que c'est définie par la loi sur la base de 96 n'est pas bonne du tout. Pourquoi, président? Le système que je venais de définir au niveau de la mairie, où il y a un secrétaire général qui valide tout. Le même système est adopté au niveau des régions décentralisées où il y aura un super secrétaire général de la région qui va tout contrôler. Oh, ça c'est pas bien. Alors, nous avons fait une proposition pour résoudre deux choses. Le Manidem? Le Manidem oui. A fait une proposition pour résoudre deux choses. Première chose, il faut résoudre le problème anglophone parce que si on en parle aujourd'hui, parce que le problème anglophone s'est posé. C'est pour ça qu'on dit que la décentralisation est en marche. Nous proposons donc deux choses. Première chose, et nous sommes l'un des rares partis qui écrit Cameroun avec K, parce que le Cameroun est ne sait pas qui est anglophone, qui est francophone, avant la perte de la guerre de l'Allemagne. Le Cameroun était un et il était grand et on l'écrivait avec K. Nous pensons donc qu'il faut revenir à cela. Et pour cela, il faut définir de nouvelles barrières en fonction des cultures des gens, comment les gens vivent, comment les gens se parlent. Et nous avons proposé 4 régions. Et ces 4 régions-là seraient le nord-ouest et l'ouest parce que là, on résout 2 problèmes. Le problème linguistique, anglophone, francophone, va finir. Parce qu'une région où il y a l'ouest et le nord-ouest, on ne parlera plus d'une région anglophone. Au niveau culturel, quand vous voyez un chef du nord-ouest et un chef de l'ouest, c'est pareil. Tout à fait. Et on les rapproche. Et en ce moment-là, on est en train de résoudre un autre problème culturel. Si vous revenez au littoral, vous prenez le sud-ouest, qui est anglophone, vous prenez le littoral,
vous prenez la Sanaga maritime et l'océan, ils se retrouvent. On n'aura plus un problème de langue anglophone et francophone, sud-ouest et littoral. Mais quand vous voyez un chef Sawa et un chef du sud-ouest, quand ils s'habillent, ou bien chez nous, les Mbombo, c'est pareil. Donc au niveau culturel, on a encore regroupé. Nous avons pris la zone de l'Est, du centre et du Sud, sans l'océan et la Sanaga maritime. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fréquenté à Bertois. Et là-bas, on parlait ce qu'on appelle le Mongo et Wondo. Oh, c'est des Baya, c'est des Maka, c'est des Kaka, mais pas le Mongo et Wondo. Donc, c'est encore une autre zone qui peut se reconnaître. Après, on prend le Grand Nord, la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, qui est une autre zone qui parle, par exemple, de Foufoulde, qui peuvent se reconnaître. Voilà 4 régions qui peuvent fonctionner. En ce moment-là, on a résolu 2 problèmes. Nous pensons donc qu'il faut, quand le ministre Emmanuel Nessadi dit qu'elle est en marche, nous avons parlé de dialogue. Nous avons parlé des états généraux de la nation. Il faut s'asseoir, parler entre nous, et nous allons comprendre quel est le Cameroun qui est bien pour nous. Avec ces éléments-là, je pense qu'au sortir de là, on aura un grand Cameroun où il fait bon vivre mieux qu'aujourd'hui. Alors vous semblez dire, avec l'anthropologue politique, que la décentralisation n'est pas en marche au Cameroun. Venons-en à quelques préalables aux propositions qui permettraient justement d'asseoir cette décentralisation. Monsieur Ndior, ce serait par exemple lesquels? Moi je prends la chose dans sa plus simple expression. Oui, allez-y. Je m'évite des grosses théories, parce que les questions de gestion, parce que la décentralisation naît des problèmes de gestion des ressources, pas l'État central. La chose la plus simple, pour ma grand-mère qui est dans le canton de Bouribéli, qui fait partie de la mairie de Yabassi, mais qui a plusieurs kilomètres de la ville de Yabassi, parce que étant dans les îles, veut vivre de la plus belle manière. Veut avoir des écoles, des centres de santé, un commissariat, puis j'en ai ainsi de suite, pour avoir un bien-être. Moi, la chose la plus simple, c'est donner aux populations que l'État central qui, jusqu'alors, tient les rênes de cette démarche, libère les populations locales en leur donnant les pouvoirs de se prendre en charge. Je ne vais pas rentrer dans les théories des X et des Y. Moi, je me limite à cela. Alors, César Honoré, beaucoup pensent que... Je voudrais dire... Oui, vous avez encore? Allez-y rapidement. Juste dire au président qu'au regard des propositions, 4 régions et tout, sur la base culturelle... Ça, c'est la proposition du Manidem. Du Manidem, oui. Oui. Je souhaiterais que vous puissiez rentrer encore vraiment dans les profondeurs de vos propositions. Parce que les clivages linguistiques que les régions que vous avez citées là, les clivages linguistiques que ces régions-là présentent vont ramener le pays ou l'État du Cameroun dans une situation beaucoup plus complexe encore. Parce que si je prends le cas de l'ouest et du nord-ouest, il y a une population qui a une langue officielle, du moins qui parle anglais. Et il y a l'autre population qui va parler le français. Mais dans ces populations-là, au sein de ces populations, il y a les langues maternelles. Toutes les peuplades des Grassfields n'ont pas une langue commune. Et c'est ça qui va créer, ça risque de créer. Ça, je vous présente tout simplement un tout petit peu quelques limites que vos propositions peuvent présenter. Quand on prend le Grand Nord, qui est chrétien,
et arabophones, musulmans, vous rentrez là-dedans, il y aura beaucoup de clivages qui risqueront de créer des intolérances. Et on va revenir au point de départ. Alors, juste une minute, si vous permettez. Oui, juste rapidement. une minute. Ce n'est pas un débat de langue ou de dialecte, s'il vous plaît. Non, c'était juste pour dire à mon cher compatriote que je n'ai pas fini de développer, parce que ce n'était pas ça l'objet. Mais parce que là, en plus, après avoir fait ces découpages-là, on a mis des langues nationales qu'il fallait mettre dans ces régions-là. Le français et l'anglais, on s'en fout. On a dit que l'anglais serait pour nous une langue à l'international, mais nous allons mettre en notre intérieur une langue par région. C'était un peu pour compléter, parce qu'on n'a pas tout développé. Et j'ai conclu en disant qu'il nous faudra les États généraux. Ce n'est qu'une proposition. Et c'est les États généraux qui vont donc définir comment est-ce qu'on devrait être. Alors, César Honoré, nous parlions tout à l'heure de propositions ou de préalables pour asseoir la décentralisation. Beaucoup pensent qu'avec la mise sur pied effective des régions, le problème peut être résolu. Les régions existent déjà. Ici, le problème de la décentralisation au Cameroun, c'est comme l'ont dit les précédents panélistes. Je suis en grande partie d'accord avec leur point de vue, sauf qu'ici, quand on a fait toute cette démonstration, ce qui tient l'action de cette démonstration, c'est le pouvoir de décider, c'est le pouvoir d'exécuter et c'est le pouvoir de pouvoir rendre compte. L'État central, l'État en général, a 3 rôles qui sont de faciliter, de réguler, et le troisième point m'échappe un peu. Si dans la décentralisation, à partir des communes, au département, aux régions, chaque commune, pour pouvoir avoir les mêmes rôles de facilité, de réguler, et le troisième qui m'échappe toujours, je pense qu'on commence à résoudre le problème. Il est question aujourd'hui que les élus locaux ne continuent pas à se référer à Yaoundé pour prendre une décision pour le bien de la communauté, pour l'intérêt de la communauté. C'est de ça qu'il est question. On ne prend pas les décisions des paroles. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de pouvoir organiser la communauté telle qu'ils l'ont promis à ceux-là qui l'ont amené là? Parce que nous avons un pouvoir électif qui vient de la population. Ce sont ces élus, quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, mais je pense qu'en même temps, l'État doit rester comme l'État gendarme, parce qu'en principe, nous exportons parfois des concepts qui ne sied pas au contexte réel de notre société. C'est pour ça que nous sommes un peu butés à tous ces mots dont nous décrivons dans notre société. Le Cameroun a ses réalités. Le Cameroun, quelqu'un le disait, je pense, le président le dirait, quelqu'un le paraphrasait en disant que impossible n'est pas Cameroun. Le Cameroun est exceptionnel. C'est un État exceptionnel. C'est-à-dire quand le Camerounais veut bien faire, il excelle. Mais quand il veut être de l'autre côté, il est plus que pire. On a tout pour pouvoir organiser notre communauté, mais sauf que nous voulons l'organiser comme chez les autres. Et pourtant, nous ne sommes pas comme les autres. Voilà le véritable problème du Cameroun. Si aujourd'hui, je suis d'accord avec le président qui convoque les États généraux du Cameroun, si on arrivait à se regarder en face et qu'on parlait de nos problèmes réels, qu'on se regarde, qu'on ferme les portes et qu'on fasse sortir tous les étrangers qui seront dans la salle. Si tu te reconnais Camerounais, oui, et qu'on choisit dans ces communautés-là ceux-là qui se sentent Camerounais, pas ceux-là qui viennent nous dire qu'ils sont Camerounais quand c'est bien, quand c'est mauvais, te sortent notre passeport. Parce qu'ils sont nombreux, qui sont avec nous, mais qui ne font rien pour le Cameroun. Bien, César Honoré, on ne peut pas épuiser la question puisque le temps nous est imparti. Nous allons juste prendre une transition et puis nous allons entrer dans le troisième sujet de ce numéro de Retromark. Alors qu'ils sont encore visibles aussi bien dans nos esprits que sur le terrain, les séquelles des actes barbares de la secte Boko Haram, les membres de ce groupe terroriste au rang desquels un ex-commandant de Boko Haram se rendent et manifestent leur volonté, mieux leur envie de retourner dans leur village.
Quelle lecture vous inspire ces différents retours? Sont-ils à prendre, à considérer comme étant de bon gré? Quelqu'un qui a combattu le pays et qui se décide maintenant à retourner au village. Qu'est-ce qui peut justifier ces retours massifs, César? Luc, c'est un problème très complexe. Très complexe, vous l'avez dit. C'est un problème très complexe, mais en même temps facile. Oui. Le premier médicament d'un mot ou d'une maladie, c'est d'accepter qu'il y a un problème. C'est d'accepter qu'on est malade. Et qui doit accepter qu'il est malade? Je suis en train de vous la développer en quelques petits mots. Ok, allez-y. Quand on a accepté qu'on est malade, là commence la solution de la guérison. Ses compatriotes ou alors ses confrères qui se sont retrouvés dans... C'est-à-dire on a une technologie, une thématique dont on m'a appris à pouvoir s'interroger pour trouver une solution dans une communauté. C'est pourquoi. Le pourquoi. Le pourquoi. Et aujourd'hui, on a ces personnes qui se repentissent et veulent rentrer à la vie normale. Pourquoi veulent-ils se repentir? Pourquoi veulent-ils rentrer à la vie normale? Pourquoi étaient-ils partis? Il faut tout simplement aussi louer aussi la technique et la bravoure de nos forces de défense. Oui. Qui ont usé de toutes les techniques pour pouvoir la mettre dos au mur. Vous allez beau être Superman, mais quand on t'a coupé la source de ravitaillement, soit vous vous mangez entre vous, soit vous vous rendez. Et je pense que c'est un message fort qu'on lance à tous ceux qui veulent continuer à déstabiliser le Cameroun. Ils ont été lâchés par la diplomatie camerounaise qui a appuyé de main forte, mais très douce et invisible, pour pouvoir identifier ceux-là qui voulaient déstabiliser le Cameroun. Aujourd'hui, je pense que ces compatriotes dont on a utilisé comme tête de proue se rendent à l'évidence. Effectivement, ils n'ont plus de sponsors, ils n'ont plus de financeurs et autres, mais quel est leur avenir? On et va en pourtant, parler tout de suite. Ils se souviennent qu'ils étaient des concitoyens normaux. Pourquoi continuer à vivre dans les forêts comme des caches, comme des rats? Donc, je pense qu'une main est tendue. Il faudrait tout simplement que nos institutions, si on peut leur trouver un cadre adéquat, mais qu'on les examine en fond et qu'ils puissent vraiment tout dire et tout démontrer leur sincérité. Et je pense qu'on les adopte. Moi, je serais prêt à pouvoir cohabiter avec un de ses compatriotes qui, sincèrement, manifesterait l'envie vraiment de rentrer à la vie normale. Bien, César, on va interroger la politique tout à l'heure. Président des ex-Boko Haram qui décident de retourner, faut-il tout de suite les embrasser parce qu'ils ont décidé de revenir dans leur village? Vous savez, c'était en novembre 2014 que le Manidem a sorti une déclaration en disant, concernant Boko Haram, que nous devons sauver le Cameroun, mais sans sauver le régime de M. Biya. Parce que nous avons senti à l'époque qu'il y avait une main derrière cette affaire-là, qui voulait déstabiliser notre pays. Et nous avions dit à son temps que nous-mêmes, nous allons nous débarrasser de M. Biya, mais on n'a pas besoin d'aide. On l'a dit. Alors, nous savons que la guerre de Boko Haram, c'est une guerre non conventionnelle. Et dans des guerres conventionnelles, il y a ce qu'on appelle prisonniers de guerre. Quand on a capturé un prisonnier de guerre, on ne l'exécute pas, on l'exploite. Nous sommes donc dans une guerre qui n'est pas conventionnelle. Nous avons des gens qui ont travaillé pour Boko Haram, qui reviennent. De même, ce que je pense, c'est qu'il faut, les récupérer, d'abord,
les mettre dans un cadre médical avec des psychologues qui vont essayer de les ramener en hommes normaux. Il faut bien les encadrer pour qu'ils se sentent en confiance et enfin les exploiter. Voilà un peu si j'étais un proche conseiller de la gestion de cette affaire, ce que je proposerais. Ok, ça c'est la proposition du président. À l'observation et en fonction de ce qui se dit ici et là, le Cameroun a vaincu la secte Boko Haram, des sources de financement coupées, des actions d'éclat de notre armée. Ce retour peut-il être une manière pour ces ex-combattants de dire « Vous nous avez gagné, nous sommes défaitistes, on revient » puisque nous n'avons plus à manger, M. Ndio. Je vais d'abord dire qu'il faut saluer l'action du vieux lion. Le vieux lion, c'est qui? Le président de la République. Oh là Donc, là. allez-y. Oh là là. Nous nous rappelons tous ce jour-là. Le président Yebga n'est pas d'accord, mais allez-y quand même. Le président Yebga est libre. C'est vrai qu'il disait tantôt qu'il faut sauver Le Cameroun sans sauver le régime de Biya. le régime. C'est une façon de dire il faut faire une coalition contre le terrorisme et on ne peut pas exclure le président de la République qui est l'incarnation De l'institution. De l'institution. Donc je pense qu'il a donné lui-même une réponse à sa préoccupation. Oui, allez-y. Il faut saluer l'action du président de la République. Ce jour, quand il déclarait la guerre contre le Boko Haram, les amis et nos compatriotes de l'opposition ont crié. Quelque chose m'a marqué, c'est une notion ou un concept qui ne s'utilisait pas, Lequel? mais qui a pris corps après les propos du président de la République à l'international contre le terrorisme, Quel concept? la lutte globale. C'est le président de la République Ouais. qui a utilisé, je peux me tromper, mais je pense que ce jour-là, les chefs d'État Bush et X ont combattu le terrorisme sans toutefois dire que c'est une action globale. Et il a dit, si tu permets, nous sommes venus combattre Boko Haram. Voilà. Nous allons vaincre Boko Haram. Déclaration forte. Et quand on regarde le geste de François Hollande, si vous vous souvenez, c'est-à-dire il se retourne, il enlève les verres pour... C'est-à-dire il ne comprenait pas. C'était juste pour essayer de... Oui, rapidement, en une minute. En une minute, ces compatriotes nous présentent le Boko Haram camerounais, tout simplement, qui a existé, parce que quand ils reviennent dans leur village, c'est pour dire que ceux qui soutenaient, ceux des compatriotes camerounais, qui tiraient les ficelles, ont certainement était démasqué. démasqué, il y a un manque de moyens, il y a les soutiens extérieurs. Les robinets ont été fermés. On a coupé les vivres. Tout de suite, on a voulu ouvrir un nouveau site d'instabilité au nord-ouest et au sud-est. Ça n'a toujours pas marché. C'est pour dire les discours ne servent à rien. C'est juste les constats qui sont plus importants. L'homme Biya est une grâce pour la République du Cameroun. Bien, parole de l'anthropologue politique militant du RDPC. Alors César Honoré, certains experts en question de sécurité et défense pensent pour leur part que ces retours pourraient rentrer dans un cadre de réorganisation de la secte Boko Haram, que ce serait une nouvelle tactique pour se relancer. Vous en êtes d'accord? Je pense que le camarade des compatriotes a bien décrit tout à l'heure l'action globale de ce qui est en train de se passer. Mais j'irai un peu plus loin pour dire que quand on regarde ce qui se passe, tout à l'heure quand le président fait une démonstration qu'il fallait sauver le Cameroun, mais pas Le régime Biya. le régime Biya, je me pose bien des questions. Nous sommes dans une société traditionnaliste. Moi, je suis un traditionnaliste. Et on m'a appris dans la tradition le respect des aînés. Ici, il n'est pas question d'aimer la personne de M. Biya. Moi, en tant que Camerounais et membre du RDPC, je ne suis pas sûr que je l'aime.
Mais je le clame haut et fort, je suis sûr à 1000% que je le respecte. C'est l'institution. Je n'ai pas de choix, c'est l'institution. On ne peut pas parler Cameroun sans parler de M. Biya, présentement. Et quand je l'ai dit, c'est pour faire comprendre qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui parle au nom du Cameroun. C'est lui qui représente le Cameroun. Et si on aime le Cameroun, on doit respecter ce personnage-là. On doit le respecter. Quelles que soient nos ambitions et nos quoi que ce soit, on doit respecter l'institution. Et quand je l'ai dit maintenant pour répondre à votre question, je pense que le constat qui vient d'être fait sur ce plateau, c'est des compatriotes qu'on les exploite à fond et qu'ils nous permettent, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand vous regardez ce qui a failli se passer parce qu'on a essayé avec beaucoup, que ce soit du côté de l'Est, ils sont allés au Nord, aujourd'hui on est allé au Nord-Ouest, au Sud-Ouest. Le Cameroun est un volcan qui dort, où chacun cherche à agiter et tirer le marron du feu. Et le véritable problème aujourd'hui, nous sommes en fin de régime. Nous sommes en fin de régime. Qu'on le veuille ou pas, même si notre président arrivait à se représenter et qu'il prenait encore 7 ans, je suis sûr, il le sait, il sait qu'il n'est pas immortel. Il partira un jour. Donc ces personnes sont prêtes à s'agiter au moins encore pendant 15 ans, 20 ans, parce qu'ils ont emmagasiné illégalement. Il faut le dire. Ils ont des trésors de guerre qui peuvent financer une rébellion même pendant 50 ans. Mais aujourd'hui qu'ils sont démasqués, il est question de troubler, de créer du trouble coûte que vaille. Coûte que vaille. Et comme on a la chance d'avoir, comme le disait Monsieur N'Djo Valentin, nous avons la chance d'avoir Monsieur Biya. Je ne le dis pas, c'est pas une démagogie, c'est pas pour le flatter. Mais quand je relis les premiers discours de ce monsieur et je relis les discours, il est très cohérent. Sauf qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'il s'est fait entuber à tous les niveaux. Mais il est la personne qui doit trouver la solution pour le Cameroun de demain. Et nous pensons qu'il est en voie de pouvoir nous laisser un pays nettoyer, ne serait-ce que même à 50, à 60%. Le reste, là, nous allons les maîtriser. Nous les connaissons tous, ils sont tous identifiés. Bien, c'est tout le malheur qu'on puisse souhaiter à notre président. Et dans un calme, dans une paix, en une autre pareille. Ça, okay. Que les Camerounais soient tranquilles. Le Cameroun ne connaîtra jamais ce qu'on a connu ailleurs. Le Cameroun ne connaîtra jamais des génocides. Le Cameroun ne connaîtra jamais des guerres tribales. Le Cameroun ne connaîtra jamais des guerres de religion. Ça, c'est proscrit. Parce que quand vous prenez notre génération, une certaine génération, on ne se marie plus difficilement aujourd'hui de façon ethnique parce que je suis bêtis. Alors là, non. C'est difficile aujourd'hui de trouver ça dans nos contrées. On se marie... C'est d'une autre manière, ce n'est plus la priorité. Vous allez voir aujourd'hui, 70 à 80, ça c'est les statistiques, hein, 70 à 80% des mariages aujourd'hui ne sont pas faits d'ordre tribal. Bien, parole de prophète, parole de jeune, le Cameroun ne connaîtra pas de génocide et tout ce que vous avez cité. Alors une dernière question qui va nous permettre de mettre un thème à cette édition de Retomar. Président, je reviens vers vous. Ces retours peuvent-ils impacter sur le conflit ? Bien, je vais d'abord dire... En deux minutes, président. Oui, en 2 minutes, ça va être très rapide. Oh. J'ai bien dit, où j'ai parlé du régime de M. Biya. Je n'ai pas parlé de M. Biya. Biya, en tant que personne, il est à respecter et nous le respectons. Mais en tant que régime, mais écoutez un éminent professeur du RDPC, qu'on appelle Charlemagne Messanga Yamding, qui dit exactement la même chose. Il dit qu'il soutient M. Biya, mais les gens qui sont autour de lui, c'est des vautours. C'est la même chose que nous disons. J'ai lu la lettre de l'ACAM, qui est sortie là. Ils disent la même chose. Ils demandent à M. Biya, ils demandent à M. Biya de ne plus signer ce qu'on lui donne à signer. Ça veut dire que c'est son entourage, c'est de ce régime que nous parlons. Donc, tant qu'il est avec ces vautours-là, mais vous serez surpris, vous que le soutenez, vous serez surpris que, mais on va l'induire
progressivement en erreur. Maintenant, pour revenir donc à la situation... Rapidement, oui. il nous reste 3 minutes exactement. Oui, alors, il y avait une guerre quand l'Amérique est allée en Afghanistan. Saddam Hussein a dit à l'époque que cette guerre sera longue. Parce que la guérilla, on ne la contrôle pas. Il y a plusieurs stratégies dans une guérilla. Et il avait dit que la guerre sera longue, on l'a constaté. Même quand on l'a attrapé, on l'a tué, mais il a continué. Donc, une guerre qui n'est pas conventionnelle, il faut se méfier. C'est pour ça que j'ai fait des propositions que c'est un prisonnier de guerre, comme c'est une guerre non conventionnelle, comme s'ils sont rendus, il faut les récupérer, les encadrer et les exploiter. Il ne faut pas dire que bienvenue parmi nous, vous croisez les bras, ça peut être un piège. Ok, 30 secondes, un dernier mot avant de conclure cette émission. Le dernier mot. En 30 secondes. En 30 secondes, le dernier mot, ces personnes doivent payer de leurs crimes, c'est tout. Ils doivent payer de leurs crimes et ils le paieront certainement. Alors, César, on aurait un dernier mot? Oui, on le dit, il y a un adage, je pense, biblique, qui le dit, une faute avouée et à moitié pardonnée. Je pense que c'est les compatriotes qu'on l'entende à main et plus jamais ça. Plus jamais ça. Président, un dernier mot, 30 secondes. Je n'aurai pas le dernier mot, je souhaite tout simplement un bon week-end à tous les téléspectateurs de DBS. Bien, madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette édition de Rétromarque. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à nos panélistes qui sont venus. Retrouvez la rediffusion de cette émission demain dès 10h.